Merci. Merci de nous avoir rejoints. Merci à Hélène Peskin d'être restée. Ça tombe bien parce que je voulais vous remercier d'avoir inséré dans vos visuels cette fameuse carte, je ne sais pas si vous l'avez en tête, produite à partir des données de l'Observatoire de l'artificialisation et qui témoigne du fait qu'on dispose de données pour évaluer le phénomène de l'artificialisation à l'échelle du pays, dans l'espace et dans le temps. Et on a pu, grâce à un autre visuel projeté par Hélène Peskin, voir que la tendance est plutôt à la baisse, malgré les mauvaises nouvelles observées, relevées pour l'année précédente, qui témoignent d'une évolution à la hausse. Mais voilà, nous avons des données. Ces données sont produites par l'Observatoire. Elles sont produites aussi par d'autres outils. Alors, l'un européen, je vais parler sous le contrôle de mes intervenants, le Corinne Land Cover, qui permet de rendre compte de la situation à l'échelle européenne. Et puis, il y a un autre outil. Alors, je vois Maëlys qui sourit. Je ne sais pas pourquoi, peut-être. Voilà. Mais donc un des outils utilisés pour rendre compte de la situation à l'échelle européenne, et puis un autre outil, le Tourati Lucas, voilà. Merci pour le correctif en direct. Et puis, les fichiers fonciers relatifs aux déclarations fiscales qui permettent et qu'utilise l'Observatoire. Mais ce dont il va s'agir ce matin, durant cette dernière séquence, ce n'est pas de discuter de l'intérêt de ces outils. Ils sont discutés et discutables pour diverses raisons. C'est plutôt de zoomer sur d'autres outils qui ont été élaborés au service des acteurs des territoires pour coller au plus près des réalités et aider à la décision. Et ces outils, ce sont ceux qui vont être présentés par Ghislain Géniaud. Vous êtes donc chargé de recherche en économie à l'unité éco-développement département Action, Transition et Territoire de l'INRAE, et vous portez un projet qui a déjà des traductions opérationnelles, Urbasim, on en parlera, et puis Thomas Rollet, qui ici même, dans ses murs, ou le garage peut-être, ou la cave voilà, du hub des territoires, a conçu un autre outil, DataVis Territoire d'industrie, qui répond à d'autres finalités. On verra lesquelles pour mieux voir comment vos outils peuvent être combinés. Et puis, un troisième intervenant qui témoignera au titre de son territoire. Vous êtes directeur de l'aménagement et de l'urbanisme à Épernay-Aglo-Champagne. Vous êtes donc l'un des territoires élus lauréats de l'AMI territoire pilote pour la sobriété foncière. Et vous nous expliquerez en quoi ces outils peuvent être utiles pour vous et aussi la démarche que vous avez amorcée dans un premier temps, m'a-t-il semblé, pour vous doter des moyens de repérer les ressources en termes de friches ou d'autres dents creuses, etc. Mais auparavant, découvrons ces outils en commençant par vous, Ghislain Géniaux. Au préalable, quand même, une question. J'aimerais savoir ce qui vous a amené en tant qu'économiste de formation, à vous saisir de cette question de la mesure des surfaces artificialisées. Je crois qu'à l'origine, il y avait la volonté de contester une théorie relative à la loi de l'offre et du marché. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je peux en dire quelques mots. Effectivement, je travaille sur le foncier depuis les années 2000 et c'est vrai qu'au niveau, en 2005-2006, quand on regardait un peu la littérature, notamment anglo-saxonne, qui parlait des effets de l'offre foncière, c'est-à-dire comment l'offre foncière joue sur les prix, on avait tout un ensemble de résultats empiriques qui montraient qu'en fait, il suffisait de faire monter l'offre foncière pour faire baisser les prix. Or, sur le terrain, on voyait évidemment tout le contraire. Notamment moi qui viens de PACA, où finalement on est un marché tellement hors équilibre que ce genre de règles ne s'applique pas. Et puis le foncier, c'est un bien très particulier.
le micro plus près, voilà. C'est un bien très particulier. On a voulu s'atteler à comment répondre correctement à cette question. Et donc, du coup, on s'est lancé dans la construction d'une base d'informations. Alors déjà, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'informations géographiques pertinentes sur le foncier. C'était quand ça? C'est 2007-2008. Voilà. Ça commençait à arriver, on peut dire, ces informations géographiques, mais surtout, on n'avait pas de données sur la décision publique. Et on voit que toutes ces productions qui sont faites au niveau international faisaient des mesures d'offres foncières qui étaient ni fait ni à faire, qui étaient d'une pauvreté lamentable. Et donc, on s'est dit, on veut avoir exactement le même niveau d'information qu'aurait un opérateur foncier, ou presque, avec ces données de terrain, pour essayer de mesurer les effets. Et donc, on s'est attelé à construire une base géohistorique sur le foncier, qui mêle à la fois des données sur le bâti, sur le foncier, et surtout sur les zonages, sur les réglementations. Et ça, de façon annuelle, depuis 2007, on a systématiquement collecté ces informations, et c'est ça qui a permis, après, de générer des mesures empiriques qui ont montré l'effet contraire, effectivement, que monter l'offre foncière en PACA, ça fait augmenter les prix pour tout un ensemble de raisons qu'on ne va pas détailler là. Mais surtout, ça permettait de casser un peu cet argument des maires pour dire j'ai besoin de foncier pour faire ça, pour faire baisser les prix, soi-disant. Ça n'existe pas dans beaucoup de territoires. Et donc, on s'est attelé à la construction de cette base de données et on a été financé on a fait des thèses, il y a des parties méthodes, j'en parlerai pas. Mais il s'est avéré qu'à un moment donné, vers 2010, on était à un stade où on avait une information qui était même meilleure que ce qu'avaient les opérateurs fonciers. C'est-à-dire qu'on avait tout centralisé l'information et donc du coup, nos partenaires, EPF, Région, DREAL, nous ont demandé de réfléchir à la mise à disposition de ces données-là. Et on a réfléchi, on a fait des tests d'expérimentation sur des territoires, une trentaine de territoires, sur différents aspects, gestion des risques, aménagement, contournement routier, prospection foncière. Et on a réfléchi à la meilleure façon de mettre à la disposition de ces données, sachant que c'est plusieurs millions de parcelles avec 7000 ou 8000 variables. Il va falloir choisir un peu là-dedans. Nous, en termes de recherche, on a des outils qui tournent et qui permettent d'identifier les facteurs qui jouent sur les prix ou sur la constructibilité. Voilà, mais on s'est posé la question, comment on met à disposition? Et Urban Simul est né de cette réflexion. Et on a pu, petit à petit, après, faire financer un développement de plateforme, puisque la meilleure solution qui s'est avérée, plutôt qu'une base de données à distribuer, c'était d'avoir un outil maintenu en permanence qui puisse rentrer toutes les données, et surtout avec plusieurs objectifs. Alors, je me permets juste de montrer, parce que je viens d'oublier, l'enjeu, c'était de financer un outil qui soit gratuit, sécurisé, parce qu'on veut une gestion fine des droits, fluide, et permettant la simulation de scénarios, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des PLU qui soient testés, avec des indicateurs à différentes échelles, avec des comparatifs entre territoires, et c'est pour ça qu'on a bien vu l'intérêt de voir des comparaisons entre territoires, et qui soit tout automatisé au niveau de la gestion des données, c'est-à-dire que tout ce qui peut être moissonné sur les sites où la donnée est déjà là, ça se fasse automatiquement, et que ce soit collaboratif. On verra que c'est un enjeu important de nos outils, c'est-à-dire que l'information d'en bas, quand les prospecteurs fonciers, les services urbains ont des meilleures données que nous, qui puissent déposer la donnée et la consolider. Voilà. Donc, ça a demandé d'agréger toutes ces données sur le PCI, sur les infrastructures, sur les zonages, et de les coupler avec de données sur la propriété foncière. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin d'outils sécurisés. Alors on comprend que la démarche soit inscrite dans la durée, plus de 10 ans, qui se poursuit. Vous êtes dans une démarche de démonstration, d'expérimentation. Oui. Alors j'espère, puisque une démonstration vaut mieux qu'un long discours, vous allez surfer sur le site, j'espère que l'ergonomie est plus convaincante que la slide que vous nous avez donnée à voir. Mes slides, tout à fait. Il fallait bien que je la fasse. Oui, en fait, il y a deux versions. Alors, pour tout le monde, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas de PACA ou de Loire-Atlantique, il y a une version nationale qui vient d'être distribuée depuis septembre. Elle est accessible à tout le monde, gratuite. Et évidemment, seuls les gens qui ont accès à la donnée magique peuvent accéder à ce type de données. Alors, magique, c'est des données sur les fonciers. Et la version territoriale, qui est une version plus poussée, où il y a plein de modules en plus. On va rentrer par celle-là d'abord parce que je la connais mieux, où vous avez des modules de visualisation de données, d'export de vos données, sur les marchés fonciers, sur la dynamique des marchés fonciers, où il y a des analyses, et surtout des diagnostics aussi automatisés. Parce qu'un des enjeux d'Urban Simul et de DataWiz, c'était que les bureaux d'études passent de
3 semaines, sur les 4 semaines sur lesquelles il travaille, il passe de 3 semaines à collecter la donnée à 10 minutes pour collecter la donnée et passe 4 semaines à faire du stratégique sur le foncier, c'est-à-dire à travailler sur la décision publique. C'est ça qui est important. Et avant ce type d'outils, on avait des bureaux d'études qui passaient leur temps à récolter la donnée. Alors donc, on va aller sur la version territoriale. Elle est en Loire-Atlantique et en PACA. On y accède, alors il faut être logué, on y accède soit par une commune, une parcelle, une unité foncière. Alors on va aller dans une commune que je connais bien, Nice par exemple. Ça tremble un peu le... Voilà. Et donc ici, vous voyez des documents d'urbanisme. Pour qu'on puisse calculer une offre foncière, il faut absolument avoir un document d'urbanisme. Ou avoir simulé le MARNU, c'est-à-dire avoir des règles qui permettent d'identifier les endroits constructibles du RNU. Donc en PACA, on est une région pilote au niveau de l'information géographique. On a 90% de la zone couverte. On a presque tous les PLU sur diversion dans certains endroits. Et donc on a une très bonne info là-dessus. Et donc on va enlever ces documents d'urbanisme. Donc il y a alors, vous voyez le crowdsourcing, il me demande si j'ai un document plus à jour que ce qui est disponible dans la base qui est moissonné. Si je peux, je le dépose. Alors, on va... Là, j'en ai pas sous la main, on va dire. Oh, c'est pénible, Voilà. Et donc, l'intérêt d'Urban Simul, c'est ces deux éléments-là. UF mobilisable sur un terrain nu et UF mobilisable partiellement bâti. C'est-à-dire repérer les gisements. Alors, on va enlever les documents d'urbanisme pour savoir ce qui est disponible dessous. Alors, n'est calculé que les zones rouges que vous avez vues, c'est-à-dire constructibles. On ne calcule pas d'offres foncières hors des espaces déjà constructibles. D'accord ? C'est un parti pris. Oh. Voilà, ça arrive, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Alors, on va aller sur un signet... que j'ai déjà repéré. Donc, en gros, vous avez les bâtis qui apparaissent ici et vous avez des unités foncières partiellement bâties. Donc, c'est là, il y a une 50aine de règles géomatiques qui s'appliquent pour repérer ce qui est bâti, pas bâti, avec des traitements statistiques, des bords de route. Est-ce qu'on peut avoir une parcelle en drapeau pour faire un accès à la route ? Enfin, il y a tout un ensemble de règles qui ont été travaillées pendant très longtemps. Et vous avez l'unité foncière libre sur espace non bâti. Donc là, toute l'unité foncière ne rencontre aucune zone d'enjeu. Donc ici, vous avez les zones d'enjeu. C'est-à-dire qu'ici, il y a un certain nombre d'éléments qui sont retirés automatiquement. Même si on est en zone constructible, il peut y avoir un bâtiment, un espace public, une aire de triage, on ne va pas construire là. Donc tout ça, c'est retiré automatiquement. Alors peut-être qu'on va les faire apparaître pour voir dans Nice quel type de... Tiens, c'est pénible ça. Voilà, elles apparaissent. Donc ici, par exemple, vous avez des EBC, des espaces boisés classés, et ici, on va avoir des équipements, ça doit être le Crous, par exemple. Voilà, donc on va aller voir ce qu'il y a derrière une unité foncière. Alors, quand on clique sur l'information, donc ici, on va vite monter pour cacher un peu qui est le propriétaire, parce que je n'ai pas le droit de vous le montrer. Voilà. Donc, quand on a droit à ces données-là, on sait qui est le propriétaire, on sait quel est le nombre, combien de propriétaires, la date de mutation, des aspects d'indivision. Tous les propriétaires publics sont retraités par le CEREMA, c'est-à-dire qu'on a un détail de la fonction du propriétaire public pour savoir quelle est sa mission. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour sélectionner les parcelles. La date de la dernière construction. Donc ici, vous voyez sur le bâti, on peut faire des filtres historiques sur le bâti et repérer, par exemple, ici, vous avez tout ce qui a été bâti depuis 2010. Mais on peut faire toutes sortes d'analyses. C'est-à-dire que là, il y a des filtres qui peuvent permettre de sélectionner le foncier qu'on recherche, avoir une véritable démarche de prospection foncière pour identifier ces éléments. Et donc, vous voyez là, ici, c'est les filtres qui sont là. On va juste donner un exemple. Si j'arrive à cliquer dessus, voilà. Non, c'est les filtres dont j'ai besoin. Voilà. Vous voyez ici, vous pouvez choisir le type de potentiel de gisement, le type de propriétaire, le niveau d'intérêt, des surfaces maximales. Bon, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en termes de filtres. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on voulait avoir des filtres un peu élaborés. Et sur ces informations-là, on a des accès à tout un ensemble
de lien, c'est-à-dire on peut aller directement voir dans le GPU quelles sont les règles associées à cette zone du PLU. On peut, si la zone est sur une route, alors je choisis si c'était sur une route ici, on peut faire un lien vers Google Street View et on voit où c'est. Alors là, on voit tout de suite qu'ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de disponibilité foncière et que c'est un coup parti, ça. Alors on va revenir sur... On était où? On était ici. Et on va aller sur un lieu qui nous permettra de mieux discuter. Donc, alors là, j'avais repéré une disponibilité de Nice, ici, qui doit être là. Où là, effectivement, c'est à la mairie de Nice. Si on va sur Google Street View, on voit tout de suite que c'est un parc et qu'on ne pourra pas faire grand-chose ici. Alors, en zone périurbaine, c'est très intéressant de déjà pouvoir prévisualiser tous ces espaces fonciers. Et alors, on a eu beaucoup de difficultés avec Urban Simul au début face aux prospecteurs fonciers et aux services des communes qui disaient qu'ils avaient peur de perdre leur métier. Ouais, avec Urban Simul, on va perdre notre métier, on ne saura plus rien faire. Évidemment qu'on repère du foncier, mais ça n'enlève pas qu'avec vos bottes, vous devrez aller voir. Et ça permet simplement de sélectionner une zone plus restreinte sur laquelle et réduire les coûts finalement de la prospection foncière et identifier les endroits qui sont intéressants et partir d'une information. Alors ça, c'est la première façon de calculer l'offre foncière. C'est avec des règles géomatiques qui vont faire des sortes de pochoirs continus. On a d'autres méthodes qui sont plutôt d'ordre statistique, où là, on passe par de la modélisation, où on a 7000 variables qui permettent d'expliquer ce qui s'est passé entre 2010 et 2021. Et on arrive, alors pour vous donner une idée, la géomatique, on a 70% à peu près d'offres foncières qui sont bien repérées, 65 à 70%. Et puis en plus, comme sur PACA, par exemple, il y a beaucoup d'endroits où on a des remontées d'informations, les opérateurs nous informent sur le fait que ça, c'est un coup parti, là, il y a eu un permis de construire, là, c'est une opération, etc. En gros, on arrive à 70% sur les tests, et par la modélisation statistique, c'est une autre approche où là, on prend tout ce qui n'est pas bâti, on regarde ce qui devient bâti au bout de 10 ans, en regardant le passé, et là, on arrive à expliquer 86% des parcelles qui sont devenues construites alors qu'elles étaient constructibles. Donc, on a une meilleure prédiction, notamment parce que pourquoi ça devient constructible? Parce qu'il y a plein de variables. Les grosses variables qui jouent là-dedans, ça va être des variables qui sont sur la propriété foncière, tout ce qui n'est pas pris en compte finalement dans l'approche géomatique. Voilà. Arrêt sur image, oui. Plus de capacité de prédiction, parce que aussi plus de capacité d'actualisation en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Non, moi je ne dirais pas que c'est ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est simplement qu'on a une base d'informations qui est absolument fabuleuse, qu'on n'avait jamais eue avant, où on a pour chaque année tout ce qui s'est passé sur le foncier, quand ça a été vendu, on a les données sur les prix. Alors voilà, c'est là, ça nous donnait la possibilité d'aller vers la deuxième présentation, qui est que si on retourne ici, dans notre zone, ici, en cliquant là, vous avez toutes les données DVF qui apparaissent. Les données DVF, c'est les données de vente foncière. Donc, ces données de vente foncière, elles sont là depuis 2007 jusqu'à 2022. Et on peut faire donc une analyse croisée entre disponibilité foncière pour une opération et les prix, en analysant et en faisant des critères. Ici, il y a un module mutation foncière qui permet de définir des zones à façon. C'est-à-dire ici, on va prendre un bout. Alors, on va prendre un bout comme ça. Donc, vous définissez une zone sur laquelle vous voulez avoir une analyse. Hop. Et puis après, vous choisissez votre... alors, évidemment, il faut filtrer, il faut prendre un segment particulier. On peut prendre, par exemple, le bâti avec de type appartement, on va mettre. Il y en a quand même un peu plus, là. Voilà. Vous pouvez choisir des périodes. Et du coup, dans ce module, c'est un peu pénible à... Normalement, en dessous, si tout va bien.
Suggérez-nous le résultat. J'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas là. Ça fait des analyses en termes de distribution de prix qui permettent de comparer par zone le prix. Donc toutes ces informations sont disponibles maintenant sur une version qui est nationale, d'accord. Sur la version nationale, c'est une version limitée. Il n'y a que le portail de carte web, c'est-à-dire qui permet d'accéder à la donnée. Il n'y a pas les modules diagnostiques qui permettent de faire des productions de chiffres. Seuls 3 territoires là bénéficient de... Pour l'instant, 3 territoires. Et du coup, 3 territoires sur lesquels on a tout l'historique. Oui. Donc, on peut faire des outils de recherche dessus. Ce que je vous propose, c'est on va tordre un peu l'organisation de cette séquence. On va prendre les éventuelles questions qui brûlent l'élève, c'est-à-dire les demandes d'explicitation. Moi, j'ai déjà une question. Vous avez d'entrée de jeu présenté cet outil dont on comprend l'intérêt, le côté innovant, de par l'agrégation de toutes sortes de données qui étaient jusqu'ici cloisonnées. Mais avoir les différentes entrées, on comprend que ça s'adresse quand même à des publics très professionnels. Et ma question, c'est dans quelle mesure vous avez co-construit ces entrées avec ces professionnels pour leur permettre de le manipuler au mieux, cet outil? Alors, comme je l'ai dit, c'est parti de l'INRA, c'était de la recherche. Et petit à petit, on s'est adossé au CEREMA pour une expertise métier. Et donc, une fois que ces expertises métiers nous ont aidés à faire une première version un peu des outils de calcul de la disponibilité foncière, et là, c'est peut-être un moyen de montrer la complémentarité avec l'autre outil. On est très bon pour distinguer la disponibilité foncière pour du logement, on est très mauvais pour l'activité. Parce que pour l'activité, c'est très compliqué. Parce que la donnée est mauvaise, parce que selon les activités, le foncier est différent. Et finalement, on rentre au niveau recherche que maintenant dans ces aspects-là. Donc ça, c'est un élément qui... Vous m'offrez une transition pour comment présenter l'outil de Thomas Rollet, mais auparavant, d'ailleurs, que j'invite à se réinstaller. On prend effectivement des questions. Ah, voilà, Monsieur Mordefroy. Des questions qui brûlent les lèvres. Hein. Attendez, j'ai juste un petit truc. Le micro va vous parvenir. De montrer la complémentarité... on va sur Épernay. Et voilà. Et juste une seconde sur Épernay pour vous montrer 2 éléments qui ne sont pas dans la donnée territoriale. Ghislain, je voulais peut-être... On pourra y revenir au moment de l'échange avec... mais ce n'est pas spécialement sur Épernay. C'est le fait que ici, vous avez vous voyez en violet, ici, on en a parlé tout à l'heure en plus des friches. Ici, vous avez toutes les données cartofriches, c'est-à-dire que le CEREMA est en train de couper tous ces outils pour le mettre dans Urban Simul. Et donc, on a accès maintenant aux données sur les friches. Et en violet, ici, il y a la base LOVAC, qui est la base des logements vacants, qui est mise en jour. Donc, du coup, en plus de la disponibilité foncière, on a tout un ensemble d'informations qui commence à nous permettre d'aller vers le renouvellement urbain en termes de recherche. Le CEREMA, c'est bien de rappeler ce nom, puisqu'il est à l'origine de l'Observatoire de l'artificialisation qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, Monsieur Servet, vous n'allez plus avoir tant d'interventions, mais on vous écoute. C'est très rapide. Est-ce qu'une suite logique de cet outil, ça ne serait pas, on a parlé fiscalité tout à l'heure, la mise en place d'un outil fiscal du type property tax à l'américaine, où on peut vraiment taxer les plus-values nettes et les valeurs vénales nettes, des biens et du coup avoir un outil foncier un peu plus proche du réel que ce qu'il est aujourd'hui, un outil fiscal foncier. En termes historiques, je ne vais pas préférer meilleure question. C'est en fait, je me suis lancé dans Urban Simul au départ pour être en mesure de travailler sur le zéro no net loss, c'est l'équivalent du ZAN, mais aux États-Unis sur les wetlands, sur les zones humides. Et la plupart des Faire penser ce genre d'outil en France, ça veut dire qu'on a une très bonne capacité de modélisation de ce qui se passe sur un marché et sur la constructibilité à la fois. Donc ça veut dire qu'on est capable de modéliser les deux et les liens entre les deux. Et donc moi, en termes de recherche, c'est ce à quoi me sert Urban Simul, c'est-à-dire faire à la fois de la modélisation sur l'urbanisation et les impacts sur les prix, et pouvoir avoir des outils qui vont aller vers ce type d'outils qui pourraient faire éventuellement de la simulation, parce que pour l'instant, on est très mauvais. Tous les TDR, les net loss, c'est des instruments qui n'ont pas marché parce qu'on n'a pas su les appliquer. Monsieur Mordefroy. Oui,
ville de Verrières-le-Buisson, 15 000 habitants. On parlait du foncier invisible tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas tellement les locaux inoccupés, parce qu'on finit toujours par le savoir. C'est beaucoup plus le foncier imprévisible, c'est-à-dire celui qui devient disponible quand il y a décès et que les héritiers veulent vendre. Ouais. Est-ce que vous avez le critère âge du capitaine ou âge du propriétaire? C'est la deuxième. Alors, vous voyez, les outils de machine learning dont j'ai parlé, la deuxième variable, c'est l'âge du propriétaire. En fait, est-ce qu'il y a eu une vente récente, ça veut dire qu'il y a un changement d'âge de propriétaire, ou disparition de l'âge, c'est-à-dire que c'est un autre opérateur qui a pris l'achat. Et finalement, ça fait partie des variables qu'on arrive à utiliser quand on fait du machine learning, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des critères géographiques, mais tous les critères possibles sur les voisins, comment ça s'est passé autour, enfin, dès qu'on fait des modèles un peu complexes spatiaux. C'est ces éléments-là qui permettent d'expliquer la Donc vous faites de l'intelligence artificielle aussi. Je ne dirais pas. Hein. Ouais. Oui. Oui, j'ai une question sur votre capacité à distinguer les fermes de serveurs en centre urbain. Est-ce que quand vous avez des immeubles qui ressemblent vraiment à des immeubles d'habitation, est-ce que vous savez les qualifier? Apparemment, oui. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais c'est marrant que vous sortez cet exemple-là, parce que dans les expérimentations qu'il y a eu, on a travaillé sur la potentialité en termes de data center pour réchauffer des centres urbains autour des gares. Et donc, on a commencé un peu à travailler sur ces questions-là. Pour l'instant, l'accès, comme je disais plus loin, pour les aspects d'activité, va débuter, on va dire, maintenant en termes d'opérationnalisation, parce qu'on a maintenant accès à la base de données Sirène et Sirène historique. Donc, on peut faire à la fois des analyses sur qu'est-ce qui fait un gisement foncier, et on peut maintenant qualifier tous les... Je ne l'ai pas montré, mais chaque fois que vous avez un copropriétaire et qu'il a un numéro Sirène, vous cliquez sur le numéro Sirène, vous allez sur la base Sirène. Ce qui est d'extraordinaire en vous écoutant... Tu as commandé les questions, c'est ça? C'était bon, les questions? Ah, madame, alors, pardon. Qui brûle les lèvres, hein, la question. Attendez le micro qu'on puisse... Excusez-moi. Merci. Moi, j'avais simplement une question sur le modèle derrière. Donc, vous le destinez à la fois aux collectivités, donc territoriales, agglo, communes, Comcom, etc., administration centrale. Et est-ce que vous avez un modèle économique derrière, c'est-à-dire en faire une PME, une start-up d'État, ou d'établissement public? Vous touchez un point sensible. Oui. À l'origine, je devais monter la start-up qui portait Urban Simul, mais mon Une PDG... spin-off, on dit, dans votre cas. Mon PDG a décidé que c'était plutôt le CEREMA qui devait monter, qui était en charge de ce type de domaine. Donc, c'est le CEREMA qui porte la version nationale. Donc, du coup, la recherche n'est plus financée depuis 2017. En gros, voilà. Donc, après, derrière le modèle économique qui peut apparaître au niveau du CEREMA, ça va être de finalement distribuer des études un peu plus pointues sur certains territoires spécifiques. Donc déjà, ils utilisent l'outil pour aller plus vite, mais en plus, ils peuvent aussi adapter l'outil à certains territoires via la version territoriale qui peut être dédiée à d'autres questions. On avait travaillé sur l'évolution du trait de côte, ce genre de choses. Donc il y a toute une possibilité sur le solaire, il y a des possibilités à n'en plus finir. Donc ça, je pense que le modèle économique va apparaître maintenant que le CEREMA a réussi, après 4 ans, à mettre une version nationale en place. On va organiser un speed dating entre vous et Hélène Peskin pour voir si le PUCA ne peut pas relayer le financement. Alors, merci. Ne soyez pas frustrés, vous pourrez réintervenir, mais vous m'avez tendu une perche en soulignant la complémentarité. Du coup, vous avez déjà répondu. Est-ce que je peux avoir 1 minute? Si vous me laissez finir ma question. Vous avez souligné la complémentarité avec l'outil que va présenter Thomas Rollet. Il va nous dire en quoi cet outil est complémentaire. Mais, oui. Ghislain, perspective. Ouais, c'était dans les perspectives. On a un projet qui n'attend que d'être financé sur un module d'évitement. C'est des questions qui ont été un peu donc où en fait on est en mesure maintenant de qualifier tout le potentiel urbain et de qualifier des zones alternatives à ce que proposerait un bureau d'études lorsqu'il
lorsqu'ils testent un PLU. Et d'être en mesure de justifier certains types de pertes qu'il y a de notre côté en termes agricoles ou en termes environnementaux. Et donc, on a un projet de recherche sur la hiérarchisation. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'INRA sur ce type de hiérarchisation. C'est très compliqué. Il faut faire attention lorsqu'on qualifie les zones agricoles, par exemple, à ne pas rentrer dans certaines approches technocrates qui peuvent donner des valeurs un peu débiles. Mais l'idée, ça serait d'avoir un outil où on agit au niveau de la conception des PLU. Ça fait des années que je travaille sur le foncier. La fiscalité, j'y crois. Dès que ça arrive au Sénat, ça tombe, ça ne marche pas. Hein? Donc, il faut agir avant. Pour agir avant, ce n'est pas de la compensation, c'est de l'évitement. Et il faut avoir des outils qui forcent les bureaux d'études à travailler. Alors là, c'est gratuit, Urban Simul, mais en contrepartie, on leur demandera de vraiment rentrer dans des choix stratégiques sur pourquoi ils choisissent une zone alors qu'ils pouvaient choisir une autre qui donne exactement le même potentiel de logement. Donc voilà, ça c'est un enjeu fort de mon engagement dans Urban Simul, c'était arrivé jusqu'au bout, mais j'ai été coupé un peu avant. Comment poursuivons donc avec vous, Thomas Rollet. Vous allez donc nous dire un mot, nous faire découvrir DataVis pendant que vous substituez vos ordinateurs. Je précise, Thomas Rollet, que en fait DataVis a été élaboré ici en réponse aux besoins des territoires du programme Territoire d'industrie qui a été lui-même lancé dans le cadre du plan de relance et qui a débouché sur le constat, c'est que pour aider les territoires à se réindustrialiser, encore fallait-il avoir une bonne connaissance de leur potentiel en termes de friche. C'est ça le début de l'histoire ? C'est plutôt ça, oui. Voilà, très bien. Et alors le résultat, en quelques années, vous avez abouti à quel outil ? C'est une invite à... En 2 ans, puisqu'en fait on a commencé le travail il y a maintenant 2 ans autour de la crise sanitaire. On a commencé un petit peu à phosphorer pendant la crise du Covid, pendant les premiers confinements. Et pourquoi ? Parce que en fait sur Territoire d'industrie, on avait une première demande. Donc je vais parler avec cette double casquette, à la fois de data analyst, puisque j'ai construit l'outil à ses débuts, et aussi en tant que plutôt chargé chef de projet sur la partie investissement, puisque derrière on a à la fois la volonté d'accompagner des territoires sur des thématiques et de les prendre en main, et aussi de déployer des projets. Donc on a toujours cette partie déploiement de projets et technique sur cet outil DataVis Territoire d'industrie. Là-dessus, on s'est rendu compte très très vite que Territoire d'industrie, ça nous posait une vraie question à la Banque des Territoires, à la fois dans les métiers investisseurs, donc qui sont les experts sur les différentes thématiques de l'industrie, mais aussi pour nos directions régionales qui sont en prise avec, par exemple, les Pernets, en prise avec toutes les collectivités et qui ne connaissaient pas totalement, qui n'arrivaient pas à prendre en main les logiques industrielles. Jusqu'ici, on les a plutôt délaissées. Hein. On était dans cette logique, déjà, ce paradigme au niveau national, qu'on a un peu intériorisé aussi à la Banque des Territoires et à la Caisse des dépôts. C'est-à-dire qu'on investissait, en tout cas, on accompagnait des projets industriels sans avoir, en tout cas, une vraie volonté derrière assumée de pouvoir accompagner la réindustrialisation. Et ça a un peu changé avec le programme Territoire d'industrie, avec une prise de conscience, déjà, ce qui est assez important, et derrière, la volonté de pouvoir massifier l'accompagnement des projets industriels. Quand je dis projet industriel, ça peut dire un centre de formation pour des métiers industriels, mais pas que. Ça peut dire aussi les murs d'une usine, ou une usine au total. Ça peut aussi être des accompagnements liés à de la décarbonation de process industriels. Enfin, la Banque des Territoires développe et a besoin d'outils pour pouvoir massifier ce type de déploiement. Donc, on a déployé là-dessus, principalement auprès de nos directions régionales, pour vraiment leur donner ce kit qui était en plus à disposition d'utilisateurs qui étaient honnêtement pas très appétents à la data. C'est un peu du coup l'inverse, c'était plutôt un public assez réticent qui avait des soucis de prise en main, et donc on avait quand même cet enjeu assez fort de pouvoir à la fois massifier l'accompagnement, mais aussi déployer le plus largement possible auprès d'utilisateurs pas forcément les plus allants vers ce type d'outils. C'est l'occasion de souligner le fait que c'est un outil qui va pourvoir en information, mais qui est un vecteur d'accompagnement
C'est-à-dire que ce n'était pas simplement mis à disposition des acteurs des 146 territoires d'industrie, c'est un outil sur lequel vous vous appuyez pour accompagner ces territoires. Ouais, c'est exactement ça. Jusqu'ici, c'était principalement pour de l'accompagnement en interne. Et très rapidement, on a senti que dans le cadre de territoire d'industrie, on avait besoin de pouvoir partager, faire aussi partager ce type de données auprès des opérateurs du programme, puisque territoire d'industrie, c'est BPI France, c'est l'ADEME, c'est un ensemble d'opérateurs qui investissent et qui mettent à disposition leur offre de services. Ce que c'est aussi, c'est des collectivités. Un territoire d'industrie, c'est plusieurs collectivités qui font sens, qui définissent une stratégie et qui ont besoin de se parler, de faire écosystème. Et ça, c'est quelque chose d'assez important aussi sur territoire d'industrie. Très rapidement, on a ouvert l'outil sur territoire d'industrie. Et donc là, je pense que vous pouvez me poser une question, mais qu'est-ce que je viens faire ici pour parler des sols et du foncier? Qu'est-ce que vous faites ici pour... Et bien, sur les sols et le foncier, en fait, sur territoire d'industrie et sur l'accompagnement de l'industrie au général, on a une volonté un peu contradictoire qui est on va accompagner, réindustrialiser et potentiellement derrière aller chercher des projets jusqu'en Chine pour les remettre en France, tout en sachant que derrière, on est aussi dans une logique de zéro artificialisation nette avec des sols qui sont, sur lesquels on va avoir du mal à les valoriser et aussi derrière une surconcurrence qui va pouvoir apparaître sur certains territoires. Je ne dis pas de tous les territoires, mais en tout cas sur certains en particulier. Et donc, se pose la question de comment on va pouvoir accompagner ce type de contraintes. Je souligne, parce que c'est un point crucial qu'on a évoqué depuis ce matin, en fait, c'est une manière de résoudre le dilemme entre réindustrialiser un territoire et limiter l'artificialisation. Exactement. Voilà. Et cette vision, en fait, on a deux pendants. Il y a à la fois le côté attractivité et de l'autre de sobriété. Alors, sobriété un peu galvaudée, mais en tout cas, l'idée, c'est de le concilier, c'est de concilier les deux. Et comment on concilie les deux? On a eu un contexte particulier qui est celui du zéro artificialisation nette, et en même temps, derrière, on a différents plans de relance qui ont été mis en place. On en a un ici à la Caisse des dépôts, on en a un en fait dans toutes les régions de France, aussi au niveau de l'État, France Relance, France 2030, qui massifie l'aide auprès des entreprises et qui en fait accentuent en tout cas la concurrence auprès de différents guichets sur des implantations industrielles. Et pas seulement que l'industrie, en fait. On est aussi sur tout type d'entreprise, sur l'ensemble du territoire français. Le constat derrière tout ça, c'est qu'on a des portes d'entrée qui sont multiples et on a des cahiers des charges qui viennent de l'Élysée, on a des cahiers des charges qui arrivent de différents ministères sur lesquels on a du mal à répondre. Parce qu'aujourd'hui, le foncier, c'est une porte d'entrée ultra importante, notamment sur la disponibilité foncière. Mais le foncier, en fait, c'est quasiment un prétexte. Derrière, c'est le territoire en lui-même. L'entreprise ou l'industriel, ce qu'il va rechercher, c'est du foncier disponible. Et encore, tout dépend de son lieu d'implantation et de son projet en tant que tel. Alors justement, excusez-moi de vous presser un peu, mais adoptons ce point de vue des acteurs du territoire élu ou industriel. Il s'adresse à vous. Qu'est-ce que votre DataVis permet de visualiser? Est-ce qu'on peut rentrer dans le moteur? Oui, c'est ça. Alors, sur la partie DataVis territoire d'industrie, on a deux versions. Voilà. Un petit peu comme sur Urban Simul. Une version totalement publique qui s'adresse pour cette partie-là plutôt soit à des collectivités, soit à des entreprises. Et là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur proposer de répondre à une demande de cahier des charges et pouvoir leur proposer très rapidement des territoires sur lesquels ils vont pouvoir solliciter la personne qui commercialise le terrain, en tout cas le bon contact. D'éviter de solliciter toutes les portes d'entrée, de perdre du temps et derrière de ne pas forcément trouver non plus le bon territoire. Ça a une incidence assez particulière, hein, c'est-à-dire que on a pu entendre dans les médias qu'on avait certains projets qui partaient en Allemagne. Aujourd'hui, on est en concurrence avec déjà tout le monde et en Europe avec des territoires qui sont prêts à en tout cas renoncer à certains enjeux, notamment de protection de la biodiversité, ce qu'on essaie de prendre en compte ici en France. Donc il y a déjà cet aspect-là. Sur la DataVis territoire d'industrie, c'est en gros une soixantaine de bases de données qui tournent en temps réel et qui permettent pour un utilisateur, typiquement une entreprise, de regarder le foncier disponible. On a eu sur territoire d'industrie une politique qui a été mise en place, c'est de pouvoir répondre à ces enjeux de foncier disponible plus tôt
sur des sites clés en main. Alors c'est un label d'État sur les sites clés en main qui permet pour une entreprise de trouver normalement du foncier qui est immédiatement disponible sur un certain nombre de zones d'activité. Et derrière, sur cet aspect-là, c'est plutôt, on a déjà expurgé un certain nombre de demandes administratives. Et donc ça permet d'accélérer le déploiement de projets d'entreprises ou industriels, éventuellement aussi logistiques. Là-dessus, pour un utilisateur, concrètement, il tombe là-dessus. Ce qu'il fait, c'est qu'il cherche une certaine surface, puisqu'en fait, de base, ce qu'on recherche pour une entreprise, c'est une surface disponible, soit site clé en main, soit pas forcément site clé en main. Là, on a décidé de commencer par un premier échantillon. En gros, il y a 127 sites clés en main. On commence là-dessus. Et ensuite, on regarde en termes de services, d'aménités sur les infrastructures. Est-ce que je suis connecté à un aéroport, un port? Je fais mes filtres. Et derrière, la carte s'actualise et propose le bon foncier, la bonne zone d'activité sur laquelle on va pouvoir derrière trouver un territoire apte. Et là, cette logique, on la contourne puisqu'en fait, on ne va pas être que sur du foncier ou une parcelle, même si on peut regarder à avoir une entrée parcelle. Mais derrière, l'idée, c'est aussi de voir en termes d'infrastructure et de services. Aussi en termes d'aide, donc on est aussi dans cette logique d'engranger les aides, pas que les zones de revitalisation rurale, pas que les AFR qui viennent de sortir, mais vraiment maximiser aussi, faire concentrer toutes les aides, puisqu'en fait on en a aussi à l'échelle des régions, bref. Et derrière, on a des zones d'activité qui peuvent ressortir si elles matchent les critères. Et ça, cette logique de site clé en main pour lesquels c'est du donnant-donnant, puisqu'en fait, moi j'ai une partie en tout cas sur l'outil, on a des données qui sont croisées en open data, c'est la logique de DataVis territoire d'industrie. C'est aussi alimenté par les territoires, c'est-à-dire que les commercialisateurs de zones d'activité nous envoient de la donnée. Si on prend l'exemple du site clé en main de Vatry, on travaille avec le département de la Marne, qui est aujourd'hui le gestionnaire sur cette zone et qui nous envoie un certain nombre de données. Alors on ne travaille pas qu'avec le département, on travaille aussi avec les agences régionales de développement économique, également Business France. Et ça, ce travail qu'on est en train de faire, déjà c'est assez gros puisque nous on est une toute petite équipe et on automatise le flux. C'est-à-dire que là, les données, elles ont été actualisées, je crois, en juillet pour Choose France. Là, c'est en cours de mise à jour et l'objectif, c'est vraiment d'avoir en temps réel la disponibilité foncière en France. Là, c'est l'accès pour le grand public. C'est l'accès pour le grand public. Vous évoquiez un autre accès, c'est l'accès premium. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors, sur l'accès premium, on est sur une caractérisation beaucoup plus avancée. C'est un petit peu comme Urban Simul, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'ouvrir à des industriels, notamment parce qu'on a aussi les données de valeur foncière qui ne sont pas accessibles pour n'importe qui. Et ça nous sert à faire quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que la Banque des Territoires accompagne, et pas que la Banque des Territoires, mais en tout cas, on accompagne le déploiement de projets d'entreprise. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on accompagne la montée de l'attractivité de certains sites. C'est-à-dire, on ne va pas regarder que les sites industriels clés en main, qui sont déjà assez attractifs normalement. Ce qu'on va regarder, c'est l'ensemble des zones d'activité en France, notamment à partir de ce qu'on retrouve sur Urban Simul, mais pas totalement. Et ce qu'on va faire derrière, c'est faire de l'audit, c'est-à-dire de pouvoir dire, sur ce territoire, avec du croisement de données, le besoin. Alors, aparté, sur les zones d'activité en France, en moyenne, c'est une 50aine d'années d'âge. Quand on compare avec la moyenne européenne, ça fait assez vieux, si on peut dire ainsi. Et notamment en termes d'attractivité, c'est là où ça commence un peu à décroître. Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir remettre à niveau ce type de zone d'activité, faire le diagnostic de ce qui manque, et notamment de pouvoir mettre en place à l'échelle du foncier disponible des éléments de desserrement, notamment sur les implantations industrielles. Ce que l'on fait également, c'est de pouvoir répondre à des projets beaucoup plus complexes. On a eu des demandes sur pouvoir accompagner la création de 15 000 emplois. Et là, en fait, on travaille avec Pôle emploi et les différents ministères pour pouvoir proposer des solutions. Puis peut-être pour terminer aussi, nous, notre force là-dessus, c'est qu'on fait vraiment communauté. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Quelque chose qui est pas jusqu'ici le réflexe, mais en tout cas de pouvoir travailler en commun, donc avec des ministères, avec des collectivités, pour pouvoir répondre de manière concertée sur ce type d'implantation. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'ici ne fonctionnait pas. Mais il y a l'esprit start-up, l'esprit hub, on le sent. Avant de prendre les questions qui brûlent les lèvres, peut-être une question pour tous les deux. Est-ce qu'à terme,
Urbasimul pourrait absorber DataVis? Est-ce que ça aurait du sens? Est-ce que techniquement c'est possible? Est-ce que... Techniquement, c'est possible, bien sûr. En ce moment, le CRMA est en train de basculer tous les outils qu'ils ont développés au sein d'Urbansimul. Enfin, pour ce que j'en connais. Hein. Après, DataVis, on verra bien. En tout cas, ce sur quoi on réfléchit en ce moment, c'est de proposer une réponse qui soit unifiée au niveau de l'État, mais aussi au niveau des territoires, au niveau des régions, enfin bref, de tous les acteurs qui ont quelque chose à faire sur le foncier. Et on est en train de référencer l'ensemble des outils qui existent. Donc il y a Urbansimul, c'est pas le seul non plus. Il y a pas mal de foisonnement d'initiatives. Sur le cas d'Urbansimul, c'est vraiment de pouvoir interfacer DataVis territoire d'industrie et Urbansimul. Et là, on y travaille en tout cas avec le CEREMA. Alors, je fais une réflexion à voix haute. Ne réagissez pas, Ghislain, vous pourrez la prendre mal. C'est que si DataVis est absorbé dans Urbansimul, il faudrait qu'il en intègre le design et l'ergonomie. Hein? Bon, ça n'appelait pas de commentaire. Je ne vous ai pas montré la version nationale, donc... Bon. Madame, le micro pour qu'on puisse... Pardon, merci. Je vois dans les services gaz élec, eau industrielle. Je ne vois pas l'assainissement. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous mettez derrière le terme eau industrielle et où vous mettez l'assainissement industriel, enfin alors, des eaux, des effluents industriels? Là-dessus, ça arrive, puisqu'en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est en cours de développement. Là, on a fait cette première étape sur les premiers services, eau industrielle, gaz, électricité. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi avec RTE et Enedis pour essayer d'automatiser au maximum de ce qu'on peut automatiser, partager l'ensemble des données qu'on peut partager et de ce qui est possible de partager pour un public totalement public, n'importe qui pourrait aller dessus. Et donc, on va continuer à aller plus loin sur les réponses, en tout cas sur les demandes que peuvent nous fournir les entreprises, et notamment la partie déchets. Il faut savoir qu'en fait, dès qu'on a une demande, on a là sur une volumétrie de cahier des charges, puisqu'on raisonne principalement en termes de cahier des charges pour répondre sur la DataVis, on a une volumétrie à peu près de 30 cahiers des charges qui arrivent tous les mois quasiment. Et donc, on a des demandes qui sont récurrentes, le foncier, on a sur la partie gaz, mais on a aussi des demandes qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, savoir si c'est du biphasé, du triphasé. Et donc ça, on travaille sur la partie électricité pour l'ajouter. Sur la partie déchets, on est en train de référencer aussi à la fois les émetteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir très très vite, j'espère. Et où se trouvent les gisements de déchets. Ce qu'on peut aussi ajouter là-dessus, c'est que sur la partie partage de ressources, ça nécessite d'inventer de nouveaux modèles. Et ce sur quoi on aimerait aussi travailler, c'est le partage de ressources à l'échelle des zones d'activité et de pouvoir justement partager ce qui est un déchet pour une entreprise, pouvoir la partager au niveau de cette zone d'activité avec les autres entreprises de la zone d'activité, par exemple, ou du territoire. Excusez-nous, là, on ne vous entend pas. Et là, je suis désolé, on va devoir suspendre pour ne pas rogner sur le temps. Et je vous invite à poser la question au moment du repas, où on la reprendra cet après-midi. Mais comptez sur moi. Mais auparavant, poursuivons quand même ce tour de table avec quelqu'un qui va préfigurer un peu l'esprit d'une partie de l'après-midi, où, vous l'avez vu à la lecture du programme, nous donnons la parole à des représentants des territoires. Et vous êtes le représentant d'un territoire, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'agglomération Épernay-Agglo-Champagne, et qui a été élu territoire pilote de sobriété foncière. Quoique ça peut être lié. Et vous n'êtes pas un élu, vous êtes directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de cette agglomération. Vous pourrez réagir à la présentation des outils. Je sais que vous entrevoyez de les utiliser. Mais auparavant, vous rappelez-nous un peu le contexte de votre territoire et comment vous êtes rentré dans la problématique de la lutte contre l'artificialisation, et on verra de quels outils vous êtes dotés. Alors, vous êtes venu avec quelques visuels cartographiques, comme je l'avais demandé. Je vous en remercie. Je sais pas. Okay.
Voilà, il vous suffit d'appuyer ici. Non, ok. Non, ici, à droite. Voilà. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je représente l'agglo d'Épernay, donc la présentation du contexte assez rapidement, une agglo rurale organisée autour de quelques grandes entités. On a donc un axe avec donc Épernay, que vous voyez tout en haut, qui est la ville-centre, et puis un axe avec les communes viticoles, avec d'une part un massif boisé et d'autre part la plaine agricole. Et l'organisation du territoire en termes de foncier, tout ça est assez important à avoir en tête, la répartition viticole-agricole. Spécificité, c'est que les paysages des coteaux ont été reconnus donc UNESCO depuis 2015. Donc on parle en termes d'extension, de consommation foncière, beaucoup du sol aujourd'hui. C'était aussi pour nous un volet au terme de paysage qui est un élément important. Alors, à l'époque de l'appel à projet, on commençait côté service, à se poser pas mal de questions sur ce sujet, puisqu'on voyait bien qu'on est sur un territoire qui n'est pas très tendu et qui, au niveau démographie, n'était pas hyper dynamique. On perdait un petit peu d'habitants et pour autant, on consommait du foncier. Donc on avait à l'époque cette idée de travailler sur un observatoire du foncier. Alors c'est un terme un peu important puisque là encore pour une collectivité comme la nôtre, on est un petit service, donc tout ça était vraiment artisanal dans l'idée et dans le temps qu'on peut passer à cela, puisque ces sujets-là viennent en complément du quotidien d'un service urbanisme classique. Donc le contexte à l'époque, voilà, c'est une prise de conscience de ce sujet-là, d'une difficulté à justifier les terrains que l'on ouvre à l'urbanisation, puisqu'on assiste les communes dans leurs documents d'urbanisme. Donc à l'époque, voilà, de plus en plus de mal à justifier vis-à-vis des services de l'État. Et puis l'observation que les élus alors à la fois connaissent très bien les propriétaires, etc., mais pour autant ne connaissent pas si bien que cela le foncier, avec, ça a été dit plusieurs fois ce matin, le foncier invisible. Donc tout ça a fait que cette démarche pilote est arrivée au bon moment pour nous. Alors, je ne sais plus ce que j'avais. Bon, ça reprenait les grandes entités avec Corinne Landcover que vous évoquiez tout à l'heure. Là, j'ai pris un exemple d'une commune viticole, enfin, avec une partie agricole pour illustrer le type de consommation foncière où on a le centre ancien qui est encadré de vignes. Donc là, pour le coup, pas de question d'extension sur le domaine, sur la partie viticole, à la fois par sa protection et sa valeur, la valeur du foncier. Une extension linéaire début du XXe avec l'extension du Champagne, et puis on le voit, l'extension sur les zones agricoles avec les lotissements des années 70-80, la gendarmerie, le collège, le grand magasin, etc., qui fait qu'au final, on a une commune qui a perdu des habitants et qui a aujourd'hui 2 centralités et qui pose tout un tas de sujets, puisqu'on a en parallèle les démarches, ça a été évoqué tout à l'heure, cœur de ville pour la ville-centre, et puis d'autres démarches type petite ville de demain ou ORT. Donc c'est aussi un des phénomènes qui ont conduit à se poser cette question, puisqu'on voyait bien que la consommation du foncier ne répondait pas à la fois à la démographie, mais aussi à la pérennisation des centres-bourgs qui sont impactés par ces phénomènes-là. Ça, c'est le résultat, peut-être. Voilà. Pour après, ouais. Tout à fait. À ce stade, voilà, ce que je vous propose, c'est de réagir à ce qu'on a entendu. Vous l'avez rappelé, mis en place un observatoire du foncier avant, en fait, de vous rapprocher d'Urbasimul ou d'en faire, de l'utiliser. C'est ça. Alors, effectivement, c'est grâce à la démarche pilote de sobriété foncière qu'on a pu tester Urbasimul. Et alors l'observatoire, on n'avait pas du tout mis en place. Quand on a répondu, on commençait à mettre en œuvre avec nos moyens, encore une fois, et à recenser sur quelques communes un peu pilotes, mais pilotes pour nous, de voir comment on pouvait caractériser tel ou tel type de foncier. Donc c'est effectivement l'un des aspects intéressants de la démarche pilote de sobriété foncière, c'est aussi donc de partager avec les autres territoires, de bénéficier d'un accompagnement, d'un bureau d'études qui là a permis d'accélérer et de mettre en œuvre un outil solide et de tester Urbasimul. Et de financer la démarche. Et de financer la démarche. La finalité étant d'accompagner, de donner des éléments aux élus. Parce que c'est aussi ça, j'évoquais tout à l'heure que côté service, on se posait toutes ces questions.
Et que côté élu, alors évidemment, c'était porté par quelques élus, dont le président, qui aussi, en tant que premier vice-président de la région, était en charge de la transition écologique, mais c'était à ce moment-là pas encore forcément partagé par tous les élus. Donc c'est aussi pour nous un moyen, avec des éléments concrets et précis, d'accompagner cette démarche aussi de pédagogie vis-à-vis des élus, notamment sur la partie agricole, qui n'avait pas de contraintes. Peu de contraintes naturelles, peu de risques, et du foncier agricole remembré, plat, très facile à aménager. Donc c'est aussi cette notion de pédagogie. Avant de revenir à vous, peut-être s'il le souhaite, Ghislain, témoigner justement de cette coopération avec ce territoire-ci. Alors sur cette coopération, c'est CEREMA qui s'en est occupé. Donc moi, et puis c'est sur la version nationale. Donc effectivement, moi, j'ai pas les données sur ces lieux-là. Mais effectivement, ce que ça met en évidence aussi, c'est de pouvoir remonter sur l'historique, qui est très important. Et ces données-là, reconstruire les centres anciens, c'est quelque chose qu'on manipule assez bien dans Urban Simul. On reconstruit tous les noyaux urbains à différentes périodes, et comme ça on peut voir comment se passe l'étalement urbain, sur quoi il a agi, et éventuellement identifier un certain nombre de déterminants qui ont agi là-dessus. Et d'être dans une démarche prospective du coup. Après, vous n'avez pas utilisé les aspects diagnostiques. Ah, si on avait accès à tous les... vous aviez aussi accès oui, vous avez pu... Un élément qui n'est pas présenté, ce qui est très intéressant aussi en termes pour les opérateurs à différentes échelles, c'est de pouvoir avoir l'information en dessous et au-dessus. C'est-à-dire pour un SCOT, de savoir que telle commune a tant de disponibilité foncière par habitant, par pourcentage de surface, et de pouvoir la comparer avec d'autres communes. Et du coup, un maire qui arrive maintenant en disant, déjà, souvent il y a des petits maires qui ne connaissent même pas leur foncier disponible, mais aussi qui changer un peu la vérité à leur profit pour dire ça. Donc ça, c'est plus trop possible maintenant. Je reviens à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire au fond la démarche pédagogique que ça permet d'entreprendre, c'est-à-dire de mettre derrière le mot d'artificialisation un certain nombre de réalités dont les élus n'avaient pas forcément conscience. Vous pouvez revenir sur ce point ? Oui, tout à fait. J'évoquais le territoire continuer à consommer, même si effectivement en termes de nombre d'hectares, c'est tout à fait relatif par rapport à d'autres agglomérations. Donc ça, pour les élus de nos territoires, c'est très compliqué, et les mesures qu'on évoque ce matin sont parfois vécues comme injustes par ces élus qui ont consommé effectivement quelques hectares, alors ce qui peut être beaucoup par rapport au nombre d'habitants, mais ce qui, vu par rapport à d'autres agglomérations, est pas beaucoup. Donc il y a aussi cette question-là, que chaque commune prenne sa part dans cette démarche globale. Et donc c'est un des points importants. J'ai dans mon champ de vision, Thomas Rollet, je me faisais, tout en vous écoutant, la réflexion, c'est que s'il y a un territoire qui n'est pas forcément concerné par DataVis, territoire d'industrie, c'est le vôtre, quoique... Est-ce si vrai? Dans quelle mesure DataVis pourrait être néanmoins utile à ce territoire marqué par l'activité viticole? Alors justement là-dessus, déjà, on a une vraie filière industrielle autour du champagne et de tout ce qui est autour, la production du verre, une vraie filière en tant que telle qui organise toute la vallée de la Marne, je dirais, et aussi la communauté d'agglo. Et derrière, ce qu'on n'a pas forcément évoqué sur la partie DataVis territoire d'industrie, c'est qu'on rentre dans les projets. Donc on va se baser sur ce que nous sort Urban Simul, aussi Cartofriche, sur la connaissance des friches. On va aussi aller sur d'autres expérimentations, sur d'autres pourvoyeurs de données, des startups qui vont voir les dents creuses, qui nous ressortent de l'information sur ce qui est friche, mais pas considéré dans la définition de friche. Donc on agrège de la donnée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a quand même une 60aine de bases de données sur des données socio-économiques, de mobilité. Et pour de la requalification de friches ou pour de la requalification de parcelles, pour mettre en place une stratégie, on a besoin de connaître tous ces éléments. Donc nous, c'est quelque chose qu'on propose, de pouvoir regarder là-dessus. Ce sur quoi on travaille aussi en ce moment, c'est de pouvoir modéliser quel va être le coût de dépollution d'une parcelle. Et ça, c'est en termes de business model, c'est assez important, puisqu'en fait, c'est pas les projets, notamment les plus pollués, c'est pas les plus faciles. Et derrière, de pouvoir anticiper le coût des pollutions, c'est quelque chose d'assez important. Avant de poser une dernière question à Ludovic Herman et de prendre les quelques rares questions qui brûleraient vos lèvres avant de nous diriger vers l'endroit où nous restaurer, au passage, je note que industrie, vous l'entendez finalement au sens anglo-saxon, l'activité industrielle, c'est pas seulement l'activité
dans l'usine, les manufactures, auxquelles on a tendance, dans la langue française, à les réduire. C'était juste une réflexion, ça n'appelait pas plus de commentaires que ça. Ludovic Herman, donc c'est vous, en tant que directeur de l'aménagement et de l'urbanisme d'Épernay Agglo Champagne, qui utilisez Urbasimul, mais qu'est-ce que ça change néanmoins dans l'organigramme d'une collectivité comme la vôtre, dans l'organisation des services? Est-ce que l'usage d'un outil comme celui-ci n'oblige pas à pousser les murs, à réinventer la direction de l'aménagement de l'urbanisme pour intégrer d'autres dimensions? Alors, nécessairement, effectivement. Je peux passer aussi sur l'exemple de ce qui est mené, pour faire le parallèle, par le bureau d'études. La phase 1 de la démarche pilote de sobriété foncière va nous conduire à un atlas du foncier avec une hiérarchisation des unités foncières bâties, non bâties, etc., à vocation d'habitat, à vocation d'activité, donc avec une précision sur laquelle on peut d'ailleurs jouer. Et toute la question, c'est sur l'étape suivante, c'est comment on fait vivre tout ça, puisque c'est une chose d'avoir des données à un instant T, et on sait très bien que la difficulté, c'est que ce soit mis à jour, puisque notamment sur ces thématiques de foncier, on l'a évoqué depuis tout à l'heure, il y a des évolutions, des ventes, des constructions, et que si on ne peut pas actualiser, le travail ne va pas servir à grand-chose. Donc ça, effectivement, nous incite, et c'est ce qu'on a lancé, à discuter avec nos collègues du service informatique SIG, qui lui aussi est un petit service, mais de voir comment on peut mettre en place des éléments qui permettent de faire vivre ces bases de données avec cette même esprit d'alimenter les réflexions des élus. Et la finalité, c'est bien d'écrire notre stratégie foncière qui aujourd'hui n'existe pas en tant que telle. On n'a pas de PLUI, donc chaque commune gère son document d'urbanisme. Et jusqu'alors, gérer ces projets au fur et à mesure en fonction des ventes ou des disponibilités du foncier. Donc là, l'idée, c'est bien, avec un outil précis, actualisé, concret, de pouvoir aller jusqu'à l'écriture de cette stratégie foncière. Donc c'est ce sur quoi on compte à travers la démarche de territoire pilote qui, je le dis toujours, l'appellation, on est pilote en tant que, on teste des choses, on n'a pas du tout trouvé les réponses ou les solutions. C'est bien pour ça qu'on a répondu à cet appel à projet. Qui autorise l'expérimentation, la démonstration. Une question qui brûle les lèvres, forcément courte, puisque nous acheminons vers l'heure du repas. Madame. Merci. Oui, Cécile Clavérol du CESE. C'est deux questions de compréhension par rapport à ce que vous avez dit dans votre présentation, Monsieur Herman. Quand vous avez parlé, vous avez dit on a une difficulté à justifier l'ouverture du foncier à l'urbanisation parce que vous vouliez absolument ouvrir du foncier à l'urbanisation. Je dis nous, les communes, qu'on insiste en tant que, disons, on a la casquette presque d'un prestataire dans ce cas-là, parce que les communes gèrent leur PLU. Donc l'agglo les services sont mis à disposition des communes et on a dans cet exercice-là le rôle quasiment de bureau d'études. Donc quand je dis nous, c'est la collectivité pour laquelle on travaille. Donc effectivement, certaines communes qui souhaitaient en ouvrir un peu trop, clairement. D'accord, ok. C'est bien ça. Et l'autre question de compréhension aussi, c'est la difficulté à percevoir le foncier invisible. Un exemple de ce que c'est le foncier invisible dans ce que vous avez vu. C'est un grand corps de ferme, par exemple, effectivement, qui est occupé par l'agriculteur, mais qui est en retraite et qui couvre, dans ce cas-là, 3-4 000 m², par exemple, en plein centre-bourg, au pied de l'église. Donc, typiquement, le foncier devant lequel les élus passent tous les jours, et c'est comme ça depuis un certain temps, et ça pour autant permettre la construction de maisons individuelles, tout en restant dans ce qui se fait dans ce type de village. On a évoqué tout à l'heure, c'est pas l'idée de construire des immeubles dans le rural, mais c'est de proposer les produits qui attirent les gens dans ce secteur-là, mais en plein cœur de village, par exemple. Je crois que c'est Maëlys tout à l'heure qui introduisait la question de la concertation. Qu'en est-il, par exemple, sur ce projet-ci? Alors, on a effectivement la démarche, l'Atlas. Je connais un peu la réponse. Bah oui, j'y pensais plus. Mais alors, l'Atlas, c'est la première étape. Deuxième étape, il y a 5 sites démonstrateurs qui ont été identifiés. Et le bureau d'études va analyser plus finement ce qu'on peut y faire et à quel équilibre foncier, puisque dans un territoire comme le nôtre, le prix de sortie finale est très important, puisqu'il y a peu d'opérateurs et d'aménageurs. Et comme ça a été dit tout à l'heure, l'un des 5 sites a eu une présentation dans la presse, et sans citer les sites, on les a reconnus dans un territoire comme le nôtre, et le fait d'amorcer l'idée d'étudier la faisabilité de quelque chose, la famille a consulté les élus, etc. Enfin, ça a pris des proportions assez importantes, et la finalité, c'est qu'on a abandonné malheureusement ce site démonstrateur pour repositionner sur un autre site,
parce que voilà, ça semblait impossible de simplement étudier, parce que très vite apparaît l'idée d'une expropriation, de choses comme ça, et c'est tout de suite violent, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, le côté sentimental, et on est en plein dans le sujet. Belle illustration aussi du fait que vous êtes dans une démarche d'expérimentation itérative et qu'on n'a pas la réponse d'entrée de jeu. Et c'est en cela que c'est intéressant. Sauf s'il y aurait une ultime question qui brûle les lèvres. Non, apparemment, vous avez... Allez, un complément de Ghislain. Sur le foncier invisible, il faut bien voir qu'il faut les outils de visualisation et de géomatique qui permettent de repérer ne sont pas d'utilité pour ça. C'est-à-dire il faut vraiment du modèle là. Pour aller vers comment on repère du foncier visible, il faut être en mesure d'identifier les capacités constructives lorsqu'on remobilise dans de grosses opérations ou lorsqu'on recompose un peu le foncier. Il faut pouvoir être en mesure de faire ce type de calcul et ça demande, c'est compliqué et c'est pour ça que ces outils seront prometteurs dans quelques temps pour identifier ce foncier invisible. On n'aura pas épuisé la question, mais merci déjà pour nous avoir éclairé sur l'existant et la manière dont vous faites progresser les choses. Vous restez tous les trois avec nous cet après-midi, donc vous pourrez réintervenir, apporter, nous éclairer encore. Encore merci pour votre